Au sommaire de ce journal, les réfugiés de Mentao, désormais relocalisés au camp de Goudébou. Comment se passe la réinstallation? Le ministre en charge des Affaires étrangères est sur place pour la réponse à cette question. La journée de Alpha Bari à Dori à suivre dans quelques instants. Le défi de la sécurité routière, objet d'échange entre l'ONASER et les hommes de médias. L'Office national de la sécurité routière veut compter sur la presse pour l'atteinte de ses objectifs. Discussion autour d'un déjeuner comme vous le verrez dans un court instant et des villes fantômes 10 ans après l'accident nucléaire de Fukushima. La région ouest du Japon attend toujours le redécollage. Nous suivons cela en fin d'édition. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Pour ouvrir ce journal, le carnet d'audience du président du Faso pour cette matinée, le chef de l'État reçoit la visite de l'Association des cimentiers du Burkina Faso, la contribution de l'Ordre des notaires pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Il en a été également question ce matin à Kosiam, le point complet des échanges avec Alidou Badini et Ernest Kambiri. Actualité nationale oblige, les notaires burkinabés sont de plus en plus sollicités dans toutes les matières où les parties veulent prévenir les différends, surtout ceux liés aujourd'hui au foncier. Acteur incontournable donc dans la prévention des conflits où juge la paix, l'Ordre des notaires du Burkina est ici au palais de Kosiam pour témoigner au chef de l'État son soutien et sa disponibilité à accompagner l'exécutif dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Nous avons partagé avec les chefs de l'État certaines préoccupations de notre corporation notariale, notamment en matière foncière, et la contribution que l'Ordre des notaires peut apporter en cette matière. Car, comme vous le savez, les conflits fonciers s'amplifient et s'amplifieront de plus en plus si rien n'est fait dès maintenant pour les prévenir. Et nous croyons que l'Ordre des notaires peut être un acteur clé dans cette prévention. Des échanges avec le chef de l'État, il s'est dégagé la nécessité de renforcer les 37 membres de l'Ordre des notaires par le recrutement de nouveaux notaires, ce à quoi l'Ordre s'est engagé pour bientôt à laisser entendre Maître Dakio, le président national. Pour l'association des cimentiers du Burkina, venu faire le point de l'industrie de la cimenterie burkinabé à Rochmar Christian Kaboré, la filière carrière et matériaux au Burkina, ce sont 6 700 000 tonnes de ciment produits par an pour un besoin de 3 millions sur le marché burkinabé. Principale difficulté dans un contexte de surproduction, donc l'importation frauduleuse du ciment et le coût élevé de la matière première. Quand vous prenez les grands axes, vous allez voir des bennes qui sont en train de transporter ce que nous appelons le clinker. Ce sont les problèmes liés à la route, à l'importation, à la porte, que nous sommes venus pour, informer le président du Faso. Le président nous a instruit et donné les orientations nécessaires, que nous poursuivions toutes les discussions qui va permettre effectivement d'améliorer le secteur et de continuer à encourager donc les industriels du Burkina Faso en associant tous les acteurs pour que là où il y a des goulots d'étranglement, là où il y a des améliorations donc en termes donc de qualité de service, là où il y a effectivement donc des facilités accordées, tout ce qui peuvent effectivement pour contribuer directement ou indirectement, que cela puisse leur faciliter. L'industrie de la cimenterie aujourd'hui au Burkina, ce sont 6 cimenteries pour 15 000 emplois directs créés. Et au cours de cette audience avec le chef de l'État, de nouvelles orientations ont été données à l'ensemble de ces investisseurs et au ministère de tutelle pour mieux faire avancer la filière carrière et matériaux burkinabé. La relocalisation des réfugiés de Mentao au camp de Goudébou à Dori est désormais une réalité. La mesure prise pour une meilleure sécurité des personnes déplacées répond à un souci de gestion efficiente, dira le ministre en charge des Affaires étrangères. À Dori, ce matin, Alpha Bari est allé constater de visu la réinstallation des réfugiés sur place. Albert Nebier et Pinidi Nyanou. Les réfugiés de Mentao, de Guibou et de Goudébou à Dori font désormais un seul camp. Dispersés après des attaques terroristes et des menaces, ils sont aujourd'hui relocalisés au camp de Goudébou dans un environnement sécurisé. Il fut un moment ici où il n'y avait pas de sécurité ici, parce que les gens ont été menacés même de quitter les camps. On était obligé de partir à Dori. Après, on nous a relocalisés pour nous amener à Goudébou. On se sent en sécurité parce qu'on voit la sécurité qui tourne chaque fois. Ce 11 mars, ils reçoivent la visite du ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari,
qui dit être venu constater des vigies, ces processus de relocalisation. À ce jour, nous avons plus de 5000 réfugiés qui sont déjà installés ici dans ce camp-là. Et c'est un camp qui revit et nous continuons à renforcer la sécurité et également les services sociaux de base pour de meilleures conditions de vie donc, des réfugiés ici. Cette réinstallation de ces réfugiés est plus qu'insatisfaisante chez les acteurs humanitaires. Le souci du gouvernement et notre souci, c'était de protéger les réfugiés, de les mettre là où ils auront une meilleure sécurité. Pourquoi nous n'avons aménagé aucun effort pour augmenter le nombre de forces de défense et de sécurité, réaménager comme vous avez vu dans les camps pour que les réfugiés puissent se retrouver dans de bonnes conditions et de sécurité et de tranquillité. Mentao et Goudebou forment aujourd'hui un seul camp, mais ces réfugiés et populations autres souhaitent avoir un marché de proximité, des boulis pour l'abreuvage des animaux et des zones de pâturage. Retour à Ouagadougou où les députés de la 8e législature se donnent les moyens d'assurer leur rôle avec beaucoup plus d'efficacité dans le travail parlementaire. Un séminaire de renforcement de capacité se tient depuis ce matin à Ouagadougou et qui devrait outiller donc les parlementaires burkinabés de compétences nécessaires pour leur mission. Amadou Ilboudo Boukari Ouedraogo. Je déclare ouvertes les séances de renforcement des capacités des députés sur le travail parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé, donne ici le top de départ de cette formation de 48 heures au profit des représentants du peuple. Appelé à statuer sur des projets de loi dans divers domaines et contrôler l'action gouvernementale, il était plus qu'impérieux pour ces députés de la 8e législature de se mettre à niveau. Cela s'explique car l'hémicycle connaît l'arrivée de 73 nouveaux députés qui siègent pour la première fois. Il n'y a pas une école pour former quelqu'un avant d'arriver à l'Assemblée nationale et siéger comme député. Donc au début du mandat d'un parlement, il faut un programme comme ça. Pour le commun des Burkinabés, le député, après son élection, est celui qui connaît tout, puisqu'il a été élu. On s'est dit, si on l'a élu, ça veut dire qu'à quelque part, il a toutes les connaissances nécessaires pour faire le travail parlementaire. Or que à ce niveau-là, je pense que nous nous trompons, parce que nous devons pouvoir, au début de chaque législature, donner les ressources nécessaires, donner les capacités nécessaires pour permettre aux députés de pouvoir assumer son rôle. Il est attendu à l'issue de cette formation des députés qui maîtrisent les mécanismes du travail parlementaire pour être efficaces sur le terrain. Cette formation est l'une des actions du plan stratégique de l'Assemblée nationale élaboré depuis 2017 et qui bénéficie de l'accompagnement financier de 8 partenaires parmi lesquels la délégation de l'Union européenne, la coopération suisse, l'ambassade de Suède et le centre parlementaire canadien. Les responsables de l'École nationale de santé publique, eux, nourrissent de grandes ambitions pour la structure, des ambitions déclinées à Manga à l'occasion du conseil pédagogique de l'ENSP. La session se veut un cadre de revue programme axé sur l'avenir de l'école, nous confie Konsuno Koulibaly et Estelle Judith Assogba. Il s'agit pour ces acteurs du système éducatif des différentes écoles de santé publique de faire le point de l'année académique écoulée, d'analyser les résultats et de formuler des recommandations pour une bonne mise en œuvre des activités pédagogiques de l'année en cours. La particularité de l'École nationale de santé publique, nous avons une direction générale et nous avons des directions régionales. Mais le programme est identique dans toutes les écoles. Et nous pensons qu'il faut travailler de façon à ce que toutes les écoles aillent au même rythme pour qu'à la fin de l'année, toutes les écoles puissent avoir fini le programme. Et ça donne aussi un avantage de mobilité des étudiants. Un étudiant de Manga peut être amené l'année prochaine à Dédougou, l'année prochaine à Banfora, parce que la mobilité des étudiants est un des critères clés quand même de la symbiose de l'école. Donc c'est pour ça que le conseil pédagogique est très important pour harmoniser notre programme de formation. De nos jours, le Burkina Faso compte 12 écoles nationales de santé publique,
dont celle de Manga est la dernière née et fonctionnelle à peine 1 mois. Et depuis 2018, plusieurs innovations majeures ont été introduites, surtout au niveau du recrutement. La première innovation, c'était le niveau de recrutement qui est passé à niveau bac. Et donc, comme il y a le niveau de recrutement, il y a donc la nécessité d'adapter le programme au système LMD, au système donc de critères d'accréditation de l'OAS. Donc, depuis 3 ans, nous avons relu tous nos programmes, on les a mis en format LMD et on pense que la première promotion va sortir cette année et toutes les nouvelles écoles que nous venons d'ouvrir suivent le même programme LMD durant 3 ans et ils vont sortir avec la licence. Ça, c'est une innovation. Et nos spécialistes qui sont là, qu'on appelle les attachés de santé, vont évoluer vers le master. Après la licence, ils font 2 ans, ils auront le master. Et ils pourront continuer vers le doctorat, les PhD. Et ce n'est pas tout. L'ambition est d'étendre les écoles de santé publique dans les 13 régions du pays. Une vision de la direction générale de rapprocher la formation des populations. De nouvelles orientations également pour le programme national du secteur rural pour sa phase 3 qui débute en 2021. C'est ce à quoi devrait aboutir la rencontre de validation des résultats du PNSR2 couvrant la période de 2016-2020 ouverte ce matin à Ouagadougou. Précision, Souleymane Sanou et Nyarki Teda. Ils sont venus d'au moins 5 ministères, des ministères en charge du développement rural pour examiner et valider les résultats de l'évaluation finale du 2e PNSR, le programme national du secteur rural. Cadre unique par excellence de planification, le PNSR 2 a permis de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer l'ensemble des interventions de développement rural entre 2016 et 2020. Il y a eu beaucoup d'aménagements qui ont été faits. Il y a eu des barrages qui ont été réalisés. Il y a eu un bon taux de vaccination pour ce qui concerne donc la maladie du Newcastle au niveau de l'élevage. Des réalisations satisfaisantes certes, mais le programme connaît tout de même des difficultés. Effectivement, il y a eu des insuffisances dans la phase 2. C'est en termes d'appropriation parce qu'effectivement, on a constaté que les acteurs ne sont pas appropriés, en tout cas le contenu du programme. Et il se posait également la question de la prise en compte du PNSR dans le dispositif national. Donc il fallait qu'effectivement on puisse évaluer ce programme-là pour voir quelles sont les corrections que nous puissions faire, en tout cas pour que la phase 3 connaisse plus de succès. Ce sont justement ces performances et insuffisances qui sont examinées par les acteurs du PNSR. Cette évaluation tient compte du dispositif de gouvernance, de financement ainsi que du processus d'élaboration pour préparer la 3e phase. Et dans le domaine du transport, le texte portant à réorganisation du Comité national du transport est en relecture à Ouagadougou. Adopté en 2005, le texte est en déphasage avec les réalités du moment selon les acteurs du milieu réunis en atelier. Il s'agit pour ces acteurs des transports routiers et du transit de valider le rapport à eux soumis. Les détails avec Caroline Ouari. Le Burkina passe au toilettage de son code des transports routiers et du transit, et cela pour un souci d'harmonisation avec les autres pays de la sous-région. Vieux de 15 ans, le texte portant organisation du transport et du transit routier est quelque peu en déphasage avec les réalités. De 2005 à nos jours, bien de données ont changé dans le paysage routier, aussi bien dans les textes que dans les pratiques. Après 15 ans de pratique, on se rend compte que ce texte-là est pratiquement devenu obsolète, dû au fait qu'il y a quand même une certaine évolution institutionnelle qu'on peut constater, mais il y a également que l'industrie du transport aujourd'hui a fondamentalement évolué. Et donc il faut véritablement prendre en compte ces aspects si nous voulons vraiment être en phase et faire en sorte que notre pays puisse naturellement tirer le meilleur parti des pratiques.
Organisations socio-professionnelles des transports, administration publique et privée des transports routiers et du transit, sociétés civiles sont appelées à inspecter puis valider le texte revu. Les difficultés les plus récurrentes, les pratiques décriées et autres ralentisseurs ou freins à la fluidité des transports et du transit routier devraient bientôt être relégués aux oubliettes. Et la presse dans son ensemble sollicitée par l'Office national de la sécurité routière pour l'accompagner davantage dans ses missions de sensibilisation sur la sécurité routière. Autour d'un déjeuner de presse, les responsables de l'ONASER font le bilan de l'année écoulée et demandent l'implication des hommes de médias pour l'atteinte des objectifs fixés par la structure en 2021. Bernard Kombelem, Hahadi Sandamba. À travers ces échanges, l'Office national de la sécurité routière ONASER entend permettre aux journalistes de connaître davantage les missions à lui assigner d'une part et demander l'implication des hommes et femmes de médias à œuvrer pour un changement de comportement des populations d'autre part. Des échanges, il ressort que les 3 dernières années ont été très meurtrières en termes d'accidents de la circulation routière avec à la clé la vitesse comme la principale cause. Aux responsables de l'ONASER d'ajouter que cela ne relève point de la méconnaissance du code de la route de la part des usagers, mais plutôt de l'incivisme. Avant d'utiliser la moto, vous savez très bien qu'il faut un permis. Mais combien sommes-nous ici à rouler à moto avec un permis? Qui porte le casque? Combien sont-ils? Malgré les actions de sensibilisation et autres, c'est véritablement de l'incivisme. Et comme il fallait s'y attendre, les nouvelles réformes entreprises par l'ONASER pour lutter contre la surcharge se sont invitées aux échanges. Pour la nationale de la sécurité routière, ce n'est pas une privatisation, mais plutôt une délégation de services. Cela va nous permettre d'avoir une meilleure analyse et d'être vraiment à l'aise de décider in fine. Parce que dans le même temps, nous avons des stations qui sont gérées par un privé, dont les projections nous donnent des gages de performance en termes de lutte contre la surcharge, parce que c'est de là qu'il s'agit, en termes d'innovation technologique, en termes de création nouvelle d'emplois et en termes de fiabilité de nos statistiques. Aussi, cette nouvelle réforme permettra aux stations de pesage de fonctionner 24 heures sur 24 et surtout une mise à niveau de ces stations. À noter que la délégation de services concerne 5 des 15 stations de pesage que compte le pays. Un autre cadre de discussion ouvert ce matin à Zignaré et qui réunit le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics et les acteurs du monde du bâtiment et des travaux publics. Principal sujet des échanges, la qualité des infrastructures. Nous en savons davantage avec Paul-David Bambara et Aimé Solange Guigma. C'est une rencontre d'échange avec les acteurs du monde de la construction civile organisée par le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics. Objectif, interpeller ces acteurs sur la nécessité de saisir le laboratoire pour l'étude de sol, le contrôle des matériaux de construction et la géotechnique routière. C'est pour rappeler le rôle stratégique du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics dans la réalisation des infrastructures de qualité à l'occasion des festivités du 11 décembre à Zignaré et de façon générale dans toutes les localités de la région. Le fait, c'est que la plupart du temps, le laboratoire n'est pas saisi pour donner les conseils nécessaires pour permettre aux promoteurs de concevoir et de réaliser des infrastructures qui soient d'une sécurité suffisante. Pour des infrastructures de qualité à Zignaré dans le cadre du 11 décembre 2021, le laboratoire a revu à la baisse les tarifs de l'étude de sol et fondation. Une promotion qui court du 1er mai au 31 juillet 2021 dans la région du Plateau central. Pour Zignaré, il faut noter que vraiment ils ont anticipé en nous envoyant. Donc du coup, on a vraiment fait l'étude de sol actuellement, même de la salle polyvalente à Zignaré. Donc pour montrer à quel point ils vont recevoir ces données-là très tôt. Maintenant, en ce qui concerne les particuliers, ils ne viennent pas très forcément, en tout cas à la bonne date. Donc nous les interpellons de venir vraiment dans les meilleurs délais
pour qu'on puisse vraiment les satisfaire dans les bonnes conditions. Mis en place le 13 septembre 1968, le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a compétence pour les études de sol et fondations, le contrôle des structures d'ouvrage, la géotechnique routière. Il ambitionne faire du génie civil un facteur de développement. Une rencontre de cadrage sur les actions réalisées dans la commune de Falangoutou dans le cadre du fonds minier local se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Au menu du jour de la rencontre, donc, l'élaboration de projets de développement socio-économique et la question de la protection de l'environnement. Issa Kafando Moumouni Soubeiga. Bien qu'elle abrite l'une des plus grandes mines du pays, la commune de Falangoutou fait face à de nombreux défis de développement. Des défis que les membres du comité communal de suivi du Fonds minier de développement local entendent relever. La commune de Falangoutou, qui est une commune qui abrite une société minière, notamment la société Yamgol et Zakan SA, a bénéficié au cours de l'année 2020 de plus de 2 milliards dans le cadre du Fonds minier de développement local. Et ces 2 milliards ont servi à faire des réalisations socio-économiques importantes. Et il était de notre bon devoir de nous retrouver ici avec nos partenaires, c'est-à-dire la société minière, les observateurs, les membres statutaires et la société civile, pour voir ensemble est-ce que ce que nous avons prévu dans le cadre de ce développement minier-là, Fonds minier de développement, a été vraiment suivi. Au cours de la présente session, il est question d'évaluer les actions déjà menées et de prospecter des pistes pour assurer un développement socio-économique durable au profit de la population locale de Falangoutou. Ce que nous souhaitons avec la rencontre d'aujourd'hui et les suivantes, c'est d'inscrire ces projets dans une perspective de durabilité et de préparation de l'après-mine en réalisant des investissements structurants qui vont permettre donc de renforcer la résilience et de permettre un développement à long terme, même longtemps après la fermeture de la mine. L'accès à l'eau, l'éducation et la formation sont des priorités de la commune de Falangoutou. Des priorités que le comité communal de suivi du Fonds minier de développement local ambitionne de réaliser les années à venir avec l'espoir de voir la commune de Falangoutou érigée en province. Notons au passage cette saisie de drogue à Fadangourma. Les trafiquants avaient pour terrain de prédilection les établissements scolaires de la ville. Le service régional de police judiciaire a pu mettre la main sur le réseau qui est présenté à la presse en présence de Désiré Ilboudo et Aruna Mari. Le service régional de la police judiciaire de Fadangourma démantèle un réseau de trafiquants de drogue. Ces présumés dealers sont composés de 2 membres, dont un arrêté un peu plus tôt séjourne déjà à la maison d'arrêt et de correction de Fadangourma. C'est suite à un appel anonyme et à des investigations sur le premier dealer que son complice a été appréhendé. Les investigations ont permis, primo, de saisir 13,20 kg de cannabis et 1,4 kg de produits psychotropes. Il utilise une motocyclette non dédouanée qui sert à transporter non seulement divers effets, mais aussi et surtout à dissimuler la drogue. Écoulé dans des localités voisines et dans la plupart des établissements scolaires de Fadangourma devenus aujourd'hui des clients privilégiés des narcotrafiquants. Des groupes de jeunes, des camarades de classe s'y réunissent pour y fumer. Par cooptation, ces groupes s'agrandissent et poussent comme des champions. Au cours de l'enquête, nous parvenons à interpeller un élève qui accepte de nous donner l'identité de son fournisseur à la personne de OB, domicilié à Poutsenga. Pour bouter la drogue hors des temples du savoir, le commissaire Iliboudo souhaite une collaboration étroite entre les chefs d'établissement et les forces de sécurité. Le présumé trafiquant de drogue encourt une peine allant de 5 à 10 ans. Et c'est une pratique qui se fait désormais une tradition pour le cheikh Abdulaziz Agib Soré. Une séance de lecture du Coran en hommage aux forces de défense et de sécurité. Le guide spirituel avait rendez-vous ce 10 mars à Somgandé avec les fidèles musulmans pour implorer Dieu pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. À précision Nongbakouda et Issa Kanana. Séance de lecture du Saint-Coran ici au domicile du cheikh Abdulaziz Agib Soré. À l'appel de leur guide spirituel, ces fidèles musulmans à l'unisson implorent Allah afin qu'il étende sa main protectrice sur les forces de défense et de sécurité
engagés sur le terrain pour la sécurité des Burkinabés. Burkina Faso. Wankat kanga tontengan ban lemba ko sabinyora Burkina Faso n'a pas la fini. Notre pays a trop souffert du terrorisme et les FDS se sont sacrifiés pour défendre la nation. C'est pourquoi nous avons décidé de les accompagner à travers nos prières et nos bénédictions pour que Dieu leur donne toujours la force afin qu'ils puissent accomplir leur mission. Au-delà de cet hommage, ces fidèles musulmans invoquent également Dieu pour la paix et la stabilité au Burkina Faso. Une pratique devenue presque une tradition pour le cheikh Abdul Aziz Agib Sori. Si Dieu récompense quelqu'un, c'est pour ses intentions. Voilà pourquoi nous l'implorons à travers les versets du Coran pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Prêche, louange, invocation, bénédiction sont les temps forts de cette séance de lecture du Coran pour la protection des forces de défense et de sécurité. Messages et prêches ont également meublé les arrêts du roi du Zungran Tenga Naba Gigempolé au cours de son périple qui le conduit à Manga à l'occasion du 30e anniversaire du règne de Naba Kiba II. Message de paix, de tolérance et de cohésion sociale, nous disent Aimé Douamba et Bernard Diasso qui étaient du voyage. En route pour Manga pour le 30e anniversaire du règne de Naba Kiba II, Naba Gigempolé, la délégation qui l'accompagne, marque une première escale ici à Béguédo et ensuite à Niango. Occasion d'échanger avec les populations et de prêcher la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il a souhaité la cohésion, le renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les peuples. Il a aussi insisté sur la fraternité, la tolérance, l'acceptation des différences ethniques, des différences religieuses. Voilà autant d'éléments que le roi a fait ressortir. Une visite bien appréciée non seulement par les leaders coutumiers, mais aussi par les acteurs politiques et administratifs. Ce sont des messages très forts qui ont été livrés donc à la population et nous sommes très contents de cette visite-là. En tout cas, on est très satisfait aujourd'hui d'avoir notre chef tutelle, Tienkourou Naba, vraiment à Béguédo. En tout cas, vraiment, pour nous apprécier, on apprécie beaucoup ce qu'il est en train de faire pour nous. Après les escales de Béguédo et de Niango, cap sur Manga, c'est aux environs de 11 heures que Naba Gigempolé entre dans la cité de l'Épervier, où ils sont accueillis majestueusement. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour fermer ce journal. Au Japon, 10 ans après l'accident nucléaire de Fukushima, la région attend toujours le redécollage et l'inquiétude qui grandit donc dans la zone suite à certaines décisions du gouvernement japonais et qui ne sont pas pour rassurer les populations. Ce sont des villes fantômes, ou presque. 10 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, causée par le tsunami engendré par un puissant séisme sous-marin dans l'océan Pacifique, la vie a peu ou pas repris son cours sur la côte ouest du Japon. Ces dernières années, de nombreuses zones ont été déclarées à nouveau habitables par les autorités à la suite de travaux intensifs de décontamination. Mais dans chaque ville côtière, des zones restent interdites. C'est le cas ici à Tomioka. 16 000 habitants avant la catastrophe, 1600 aujourd'hui. Pour Yuta Atakeyama, qui avait 14 ans lorsque sa famille a dû quitter sa maison, la ville évoque des souvenirs doux amers. Quand les cerisiers étaient en fleurs, il y avait un festival dans la ville, et cette rue était pleine de monde et de stands de nourriture. Aujourd'hui, cette route est toujours bouclée par des cônes rouges. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'époque. Cela fait 10 ans que c'est arrivé et je développe encore aujourd'hui des sentiments de tristesse. Et près de là, des sacs de terre contaminés attendent encore d'être évacués et traités. Les autorités japonaises prévoient la réhabilitation de cette zone au plus tard en mars 2023.
Hantés par le désastre et la menace persistante des radiations, les habitants de ces localités, ceux qui sont restés ou sont revenus, s'interrogent. Comment rebâtir une communauté, créer du lien? À Nami, à une dizaine de kilomètres le long de la côte, plus au sud de Tamioka, Masakasu Daibo a franchi le pas l'an dernier grâce aux aides de l'État. Il est revenu après 9 ans passés à Tokyo pour reprendre le restaurant de son grand-père. Il a dû tout détruire et reconstruire, mais les clients ont encore du mal à venir déguster ses anguilles. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Amadou Marcel To vous retrouve à 23h pour la dernière version de l'info. Merci et très belle soirée.